Bonjour à tous. Alors vous êtes bien sûr Passion Imo, je suis très content de vous retrouver et là c'est un épisode particulier qui va inaugurer en fait une série que je vais faire régulièrement qui va s'intituler le Book Club. Alors on va parler livres principalement qui traitent d'immobilier, d'investissement. Voilà, c'est mes cœurs de cible, hein. Je vais pas en déroger et ce qui est tout à fait logique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une raison simple. Ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que je suis plutôt sérieux, rigoureux, et voilà, c'est ma marque de fabrique et je ne veux surtout pas en changer. Rigoureux sur une chose, c'est sur l'information. On est abreuvé d'informations, les réseaux sociaux, la presse, les livres, etc. Ce qu'on nous dit aussi dans notre quotidien. Mais sans doute que la grande particularité de notre époque, alors c'est pas nécessairement pire que par le passé, mais un peu parfois, c'est que cette information, elle est extrêmement difficile à trier, à hiérarchiser et à décrypter. Et donc, on lit des choses intelligentes, mais on lit aussi de très grosses âneries. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir faire le tri entre les bêtises et les informations sérieuses et rigoureuses. Bon, ça c'est le premier constat. Deuxièmement, je me rends compte quand même en parlant autour de moi, que ce soit avec mes étudiants, avec mes stagiaires, avec les personnes pour lesquelles je peux accompagner des conseils, etc., c'est que les uns et les autres, tout le monde, mais y compris moi, hein, je ne me mets pas à l'écart de tout ça, nous sommes parfois pollués par un certain nombre d'informations. Et donc c'est dommage. Je vais prendre deux exemples. Alors tant pis, je vais citer quelqu'un, hein, mais j'ai l'habitude de le faire, et c'est pas insultant pour lui. Et bien évidemment, c'est par exemple Marc Touati. Marc Touati, quelqu'un qui a l'habitude des plateaux télé, on le voit sur BFM, Business notamment, qui sous couvert en fait d'une information extrêmement sérieuse, rigoureuse, avec des graphiques, etc. En fait, c'est quelqu'un qui, depuis 10 ans, nous annonce les pires catastrophes sur le plan économique, en immobilier notamment, mais pas que. Voilà, il a un fonds de commerce, c'est annoncer des catastrophes. Et comme j'ai envie de dire, oui, à force d'en annoncer, un jour, elles vont bien se produire. Mais en attendant, il crée une espèce de d'ambiance comme ça, crépusculaire, qui, à mon avis, n'invite pas à la réflexion et au recul. Deuxième exemple, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, des offres de formation, des offres d'accompagnement, de conseils, des gens qui, faut être très clair, promettent la lune, promettent des lendemains qui chantent, promettent de devenir quasiment millionnaire en quelques années. Bon, c'est du pipeau, c'est du vent, c'est bidon tout ça également. Et moi je reste persuadé que si tout un chacun, si on faisait ce petit effort de trier nos informations et donc de lire aussi des informations sérieuses, classées, hiérarchisées, etc., on serait capable soi-même de faire le tri entre ces informations qui nous racontent n'importe quoi et la réalité. Alors c'est vrai que la réalité est souvent un petit peu plus complexe que ces informations assez simplistes qu'on nous distille. Et c'est un petit peu ce que je veux essayer de faire. Alors comment le faire? C'est clair, ça demande un petit effort de chacun. C'est parfois d'aller sélectionner des ouvrages, mais des ouvrages qui me semblent être des références dans leur domaine, qui ont une vraie valeur ajoutée sur le plan intellectuel et qui, moi, vont me nourrir, mais que je sois un professionnel, que je sois un investisseur particulier, que je sois un simple citoyen, ça va nourrir en fait ma base de réflexion et je serai capable face à des discours, dire non, là on me raconte n'importe quoi, je laisse tomber. Et puis tel autre discours ou telle autre information, je la retiens parce qu'elle est plutôt fiable. Donc voilà, c'est mon ambition modeste, mais que je revendique quand même. Donc j'ai sélectionné un premier ouvrage, Les grandes notions de l'urbanisme, qui a été dirigé par Jeffrey Blin et Laura Brown. Mon premier invité, donc, ça va être
Jeffrey Blin, qui est un enseignant-chercheur. Donc, on va pas rigoler, hein. On va pas rire. Si, on peut sourire, mais on peut sourire en ayant des bases extrêmement sérieuses et solides. Et pourquoi j'ai retenu ça? Parce que je trouve que l'urbanisme est souvent le parent pauvre de la réflexion, parce que c'est compliqué. L'urbanisme, il faut le reconnaître, et que l'urbanisme peut nourrir la réflexion et des professionnels de l'immobilier et des investisseurs, même l'investisseur particulier qui veut acheter un seul appartement dans sa vie et qui veut pas se tromper. Je pense qu'il a intérêt à se poser un certain nombre de questions d'urbanisme, même basiques. Ça va l'aider à faire son choix. Donc ça, le Book Club, il va démarrer avec les grandes notions de l'urbanisme. Et d'ores et déjà, je peux annoncer que mon prochain invité de cette série du Book Club, ce sera Guillaume Simonin. Il vient d'écrire et de publier chez Duno un guide visuel d'éducation financière que je trouve absolument remarquable de clarté. On en parlera, mais là, c'est pas le sujet pour l'instant. Aujourd'hui, on va parler d'urbanisme avec Jeffrey Blin. Passion Immo, le Book Club, c'est parti. Alors Jeffrey, je vais démarrer par une question qui va être, comme souvent, une question un petit peu provocatrice. J'ai lu attentivement ce livre et j'ai eu l'impression que quand même il y avait une espèce d'idée dominante selon laquelle on a beaucoup de professionnels, d'investisseurs qui s'intéressent pas spécialement à l'immobilier, à l'urbanisme, pardon. Donc, c'est le cas où j'ai grossi un petit peu le trait à ma lecture. Je pense que, alors, je dirais pas que c'est une généralité, mais c'est peut-être il y a peut-être un fond de réalité, dans le sens où depuis peu de temps et avec les évolutions récentes dans la fabrique de la ville et les différents enjeux que la construction de la ville exige aujourd'hui, des transitions environnementales, énergétiques, climatiques, sociales, etc. Les frontières entre les deux métiers de l'urbanisme et de l'immobilier tendent à se réduire. Et je pense que petit à petit, il y a de plus en plus de liens qui se font, de relations qui se créent entre ces deux domaines. Et je pense qu'il y a peut-être ici une petite question générationnelle, où j'ai l'impression que nos étudiants et nos futurs professionnels de l'immobilier ont cette sensibilité à l'urbanisme peut-être plus forte que les générations précédentes. Mais ça n'empêche pas les générations précédentes de commencer et de se mettre à jour sur les questions d'urbanisme. Et on le voit concrètement dans les pratiques, puisque les pratiques des professionnels de l'immobilier évoluent. Mais je pense qu'il y a peut-être un cap générationnel qui explique peut-être ces différences qu'on peut constater actuellement. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a des tendances qui sont positives et qui vont vers un rapprochement assez fort entre ces deux domaines. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi parce que, tu vois, je suis assez présent pour animer des formations auprès d'agents immobiliers, dont certains, il faut le reconnaître, hein, et c'est pas évidemment un reproche, vont être dans des tranches d'âge de plus de 45 ans, 50, 60, voire 70 ans. On a une profession quand même qui travaille assez longtemps et il faut reconnaître que pour certains d'entre eux, l'urbanisme, les questions environnementales, la réglementation, parce que je lis tout ça, on va en parler un petit peu après, ça les emmerde très souvent. Voilà, ils ont quand même, pour certains d'entre eux, un discours assez négatif sur ces questions-là. Alors que c'est vrai, quand on voit nos étudiants, notamment les plus jeunes, je trouve intègre cette dimension globale en fait des analyses. Et oui, ça, il y a un gouffre générationnel parfois. Ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'urbanisme? Parce que ça me semble quelque chose d'assez vaste. Et le livre que vous avez écrit me confirme en fait dans cette approche extrêmement globale.
Bon, alors je te passe toute l'histoire de l'urbanisme, qui est assez longue et avec beaucoup de courants voilà, qui ont existé, beaucoup d'étapes et de réflexions qui ont été développées selon les évolutions sociétales et surtout économiques de chaque pays, de chaque continent. Mais en gros, l'urbanisme, c'est une discipline qui allie plusieurs champs, le champ de la théorie. Voilà, on va imaginer comment on peut construire une ville, puis ensuite de la mise en pratique de cette théorie, voilà, prendre ce qui est adaptable en fait de chaque théorie sur les différents territoires, parce que c'est pas toujours, on peut pas appliquer une théorie urbaine de façon systématique. Donc c'est après ce champ de la pratique qui est très important en urbanisme, puisque c'est celui qui va fabriquer les territoires, fabriquer la ville. Et ensuite, on peut considérer qu'il y a deux champs supplémentaires, qui va être le champ réglementaire. L'urbanisme, c'est beaucoup de règles, c'est du droit, c'est des réglementations qui vont dicter l'usage des sols, la façon dont on va construire concrètement la ville. Et c'est aussi un champ, celui de l'observation, celui d'essayer de comprendre comment les villes évoluent et comment les urbanistes doivent construire des villes qui s'adaptent aux évolutions sociétales, aux certaines exigences comme les exigences climatiques, et puis aussi de faire participer de plus en plus la population dans ses choix à travers les concertations, les consultations qui aujourd'hui sont bien sûr obligatoires dans tout grand projet d'aménagement et projet d'urbanisme. Donc l'urbanisme, c'est ces quatre champs. C'est aussi un champ universitaire, où il y a de la recherche, qui mêle plusieurs connaissances, la géographie, la démographie, la sociologie, l'architecture, pour citer que ces champs-là. Mais donc c'est un champ de recherche qui va essayer de comprendre et de critiquer, positivement ou négativement bien sûr, les choix qui sont faits par les opérations urbaines qui sont mises en pratique. Bien. Alors, les choses sont plus claires, effectivement, pour ceux qui nous écoutent ou nous voient et qui s'interrogent sur ce champ de l'urbanisme. Alors maintenant, on va en venir au livre. Enfin, pourquoi ce livre et comment il a été écrit et par qui? Voilà, parce que c'est quand même des questions très intéressantes, puisqu'en fait, on a pas mal d'auteurs qui se sont réunis sous ta direction, en fait, pour poser les choses. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est construit? Alors en fait, donc sous ma direction, mais ma direction est celle de Laura Brown, ma collègue à l'ESPI Bordeaux. Oui. Co-direction, Ouais. effectivement. Donc en fait, nous, notre idée et le point de départ de l'idée de cet ouvrage, c'était de se dire que l'on voulait construire un livre à destination de nos étudiants, des étudiants de l'ESPI, mais pas que. Bien sûr, à tous les étudiants, toutes les personnes qui se forment en immobilier et pour qui il n'y avait pas de livre qui faisait directement ce lien entre les deux champs, urbanisme et immobilier. Et donc, c'était vraiment notre point de départ. Oui. Je vais me permettre de te couper parce que tu as parlé de l'ESPI, mais je suis pas sûr que ceux qui nous écoutent savent tous ce que c'est que l'ESPI. Nous, on le sait très bien, mais est-ce que tu peux rappeler un peu ce qu'est cette école? Alors, c'est l'École supérieure des professions immobilières. C'est une école qui forme au métier de l'immobilier depuis plus de 50 ans. Qui a 7 campus en tout répartis en France et un campus à Montréal. Et au sein de l'ESPI, depuis 2017, il y a eu la création d'un laboratoire de recherche, le laboratoire ESPI2R. Et aujourd'hui, donc, on est 40 enseignants-chercheurs au sein du laboratoire, répartis dans différents domaines, économie, gestion, droit et urbanisme. Et on enseigne auprès de nos étudiants de l'ESPI et on mène aussi donc des recherches pour comprendre les tendances et les évolutions de l'immobilier, comprendre ce rapport entre immobilier et ville, comprendre aussi les marchés immobiliers, tous les enjeux financiers liés à l'immobilier.
Et donc on mène depuis maintenant 7 ans des recherches dans ce domaine avec plusieurs publications, bien sûr des articles scientifiques, mais bien sûr aussi des ouvrages, dont celui-ci qui vise à faire le lien entre urbanisme et immobilier et qui vise à poser les grandes questions des liens existants entre ces deux domaines. Alors de façon assez pédagogique, puisque, comme je disais, l'objectif c'était de donner un support aux étudiants et à toutes les personnes qui se forment en immobilier. Euh, donc dans un format qui est assez simple au final d'utilisation, qui est celui d'un abécédaire. C'est-à-dire qu'il y a 26 chapitres avec un terme par lettre de l'alphabet qui est une porte d'entrée à différentes réflexions qu'on développe ensuite dans le chapitre. Donc les chapitres sont assez courts, ils font entre 6 et 7 pages, et on peut les lire vraiment on peut le lire vraiment dans le sens on veut. Voilà, on peut commencer par la lettre Z et finir par la lettre F si on veut. Oui, ouais, ouais. Moi, je voudrais insister sur une chose, c'est vraiment c'est l'accessibilité de l'ouvrage en fait, hein. Si on a peur des questions d'urbanisme, ben moi, je conseille complètement le livre parce que euh, moi qui suis pas un énorme spécialiste hein, de ces questions, moi j'y ai appris plein de trucs, hein. Alors vraiment, je peux pas dire autrement, j'y ai appris beaucoup de choses. Merci, Eric. Donc l'accessibilité, l'accessibilité et un autre point que je voudrais souligner, je suis quelqu'un, c'est comme ça, c'est peut-être un défaut, je suis assez sensible à l'écriture des textes, à la qualité des textes, et j'ai trouvé qu'il y avait une qualité d'ensemble de tous ces textes, et donc il y a un plaisir de lecture. Voilà, au-delà de la dimension technique, il y a un vrai plaisir de lecture, donc je voulais vous féliciter tous Merci, merci. de cette qualité rédactionnelle. Voilà. Alors oui, et du Alors, coup, on pour va... répondre aussi à ta Pardon. question, pardon, ta Mm. précédente question, avec ma collègue Laura Brown, on a co-dirigé l'ouvrage, mais l'ouvrage a été écrit par les enseignants-chercheurs de l'ESPI. On est 26 Oui. co-auteurs en tout, et puis avec Laura, on a fait ce travail de co-direction et d'harmonisation de l'ouvrage, de relecture, et bien sûr, on a veillé à la qualité du fond et de la forme. Donc merci Eric pour ton retour sur ces deux aspects. Ah oui, complètement. Et je le pense vraiment, parce que si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. Voilà. Donc, alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais prendre des choses que j'ai pu lire ici ou là. Euh, il y a aujourd'hui dans ce paysage de l'urbanisme, moi, là je vais me placer du côté investisseur, du côté professionnel de l'immobilier, qui parfois s'effraie de la quantité de textes, de réglementations qui vont venir être une contrainte, si je reprends les mots que parfois j'emploie, sur des territoires, voilà, sur des territoires. Page 207 très précisément, je crois que c'est toi qui as écrit cette partie-là, où tu relates les PLU, les SCOT, etc. Voilà, donc tu décortiques Mhm. tous ces fondamentaux, et tu écris une chose, à un moment donné, tu dis, toutes ces étapes, souvent dénoncées comme le millefeuille territorial, et ce millefeuille territorial, alors là, on va pas rentrer dans la dimension politique, mais il est extrêmement critiqué en France depuis des décennies. Voilà. Et toi, tu dis, peut-être que c'est garant d'une construction raisonnée du territoire pour certains, ou peut-être que c'est vecteur de complexité pour les autres. Alors déjà, dans cette phrase, il y a une position qui est une position raisonnée et assez équilibrée. T'en penses quoi finalement de ce millefeuille territorial? C'est un élément de complexité où finalement ça permet de faire intervenir l'ensemble des acteurs et d'aboutir à des prises de décision qui sont des prises de décision équilibrées et qui tiennent compte en fait des impératifs de tous les acteurs. Qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est vrai que moi dans le texte j'ai voulu partager les deux points de vue. Effectivement, il y en a pour qui c'est des contraintes et il y en a pour qui c'est vraiment la façon de pouvoir garantir effectivement la construction d'un territoire raisonné et de s'assurer en fait que tous les territoires vont dans le même sens et répondent aux mêmes exigences. Alors,
Moi, de mon point de vue, alors c'est bon, moi j'ai fait des études en aménagement du territoire, donc pour moi le millefeuille territorial c'est la base de la réflexion euh, que j'ai eue pendant toutes mes études, d'essayer de comprendre comment chaque strate du territoire participe à la construction du territoire. Et c'est pour ça que moi j'arrive à cette conclusion que ça peut être une façon de maîtriser le territoire et sa construction. En fait, je comprends aussi l'autre point de vue qui voit comme toutes ces échelles et toutes ces exigences à différentes échelles comme des contraintes. Moi, contrainte, c'est un terme que j'aime pas trop. Je le dis à mes étudiants parce qu'en fait, si on prend et on compare la situation de la France à d'autres pays qui n'ont pas toutes ces réglementations, on voit qu'il y a moins de logique dans la construction du territoire et on arrive à des situations beaucoup plus délicates en termes de construction de la ville, c'est-à-dire des territoires où on va construire de façon totalement aléatoire et bien sûr aujourd'hui dans les exigences climatiques et de maîtrise du foncier qui sont nécessaires, c'est des fois des non-sens et ça a pu donner même des fois des situations euh, où on n'est pas arrivé au terme d'une vraie logique urbaine. Je donne l'exemple d'un pays et des territoires que je connais bien, l'Espagne, où il y a eu beaucoup moins de réglementation à un moment donné sur la maîtrise du foncier et qui a donné des constructions sur tout le littoral. On a bétonisé toute une partie du littoral méditerranéen et espagnol. Et des fois, pour arriver à des situations où, mêlées à une crise immobilière, on a dû abandonner des constructions qui aujourd'hui sont pas encore terminées pour certaines, hein, qui sont complètement abandonnées. Et donc là, ça montre que quand, au contraire, on n'a pas une maîtrise du territoire, une maîtrise du développement du territoire, on peut arriver à des situations assez extrêmes. Je passe aussi tout le développement je sais pas, de régions comme Dubaï, etc., où là, on est vraiment dans des, voilà, on pourrait croire à des simulations de jeux vidéo, où on pourrait s'imaginer dans SimCity. Donc, effectivement, ouais. Si on revient au cas de la France, ça peut être perçu comme des contraintes, comme le fait que l'on veut absolument contrôler le territoire, et puis voilà, on peut se questionner aussi hein, sur toutes ces règles, bien sûr, mais ça permet d'arriver quand même à des choses et à des territoires qui sont construits de façon beaucoup plus logique. En tout cas, on l'espère. Je dis pas que tout est parfait en France, bien sûr, mais en tout cas, ça permet d'avoir plusieurs outils, plusieurs cadres qui permettent d'avoir des logiques de construction du territoire et des logiques urbaines qui amènent à des territoires quand même plutôt cohérents au sein des villes en France, que ce soit dans des grandes métropoles, mais aussi dans des plus petites villes. Ouais. Alors justement, pour peut-être poursuivre sur cette idée de la réglementation, alors là c'est le plus vieil observateur de l'immobilier que je suis par rapport à toi. Voilà, je vois ça maintenant depuis pas mal de temps. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans des discussions qu'on a pu avoir, et j'aimerais ton point de vue. Moi, j'ai de plus en plus l'impression, en tout cas aujourd'hui, que il y a deux conceptions presque de la pratique immobilière en France, en tout cas de tout point de vue, hein, que ce soit des professionnels, des bailleurs privés, des particuliers investisseurs, etc. Une conception qui accepte la réglementation, qui accepte ces... alors, contrainte, pour moi, n'est pas nécessairement un gros mot, hein, mais disons, ces contraintes dans une optique de stratégie, de développement, d'adaptation, de développement durable, etc., qui les acceptent, en se disant aussi qu'après tout, c'est peut-être le moyen d'améliorer l'habitat, en toute simplicité et en toute, finalement, de manière extrêmement pratique. Et on a
un antagonisme à cette idée-là qui récuse un petit peu toute idée de réglementation, qui aimerait avoir des règles minimales, qui aimerait avoir peu de contraintes ou beaucoup d'avantages fiscaux notamment, qui aimerait s'affranchir de l'urbanisme, qui aimerait s'affranchir aussi des règles parfois simples concernant les mètres carrés à mettre à disposition aux locataires, etc. Moi, j'ai l'impression de deux univers quand même, de plus en plus qui parfois s'affrontent. Mais ça, bon, voilà, on est une société quand même qui est beaucoup dans l'affrontement sur les questions comme ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et bien sûr, tu as le droit de ne pas partager ma vision. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que dans un contexte comme ça, ben, l'urbanisme n'est pas vu par certains comme l'ennemi, en fait, un peu à combattre, comme l'ennemi à combattre, voilà. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Il y a ces deux visions qui coexistent. Sur le terme contrainte, moi je dis souvent à mes étudiants que j'aime pas le mot contrainte parce que en fait il faut plutôt le transformer en termes d'opportunité. Et c'est un peu donc la première vision que tu partages, c'est effectivement ceux qui acceptent la réglementation et qui justement de ces contraintes font des opportunités et permettent voilà d'avoir des projets immobiliers qui vont se distinguer des autres et au final finalement retourner ces contraintes comme des arguments commerciaux ou comme vraiment des projets immobiliers que l'on peut euh, transformer en projets de vie autour de certains domaines de l'écologie. Je sais pas, je pense à des habitats participatifs, des choses comme ça. Enfin voilà, vraiment transformer ces contraintes en opportunités en acceptant effectivement toutes les exigences et cette réglementation qui peut découler des exigences environnementales. Et ensuite, la deuxième vision dont tu parles, qui existe aussi, mais qui, au final, est une application au domaine de l'immobilier de choses qu'on voit de façon générale dans la société. C'est-à-dire, on entend de plus en plus dans les débats et puis il y a eu des manifestations de différentes professions justement contre un peu toutes ces démarches administratives, cette impression de lourdeur administrative qu'il y a en France. Et je pense que c'est un courant effectivement qui existe dans tous les domaines économiques en France. Euh, Après, moi j'ai envie de dire que la première vision, c'est de transformer les contraintes en opportunités et certainement celle qu'il faut suivre. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut, bien sûr. Hein. Moi, je suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, mais de toute façon, les règles, elles vont pas disparaître. Donc, autant s'en saisir, autant comprendre pourquoi elles sont là, parce qu'en fait, c'est aussi ça qu'il faut transmettre comme information, c'est essayer de comprendre pourquoi on demande tout ça aux professionnels de l'immobilier. C'est pas juste pour les embêter, c'est parce que il y a des personnes qui vivent après de ces biens dans ces biens immobiliers, dans ces constructions. Euh, voilà, je pense notamment au DPE. Alors, je vais pas lancer un débat sur le DPE, mais c'est vrai que ça paraît exigeant, mais au final, il faut se dire qu'il y a des personnes qui vivent derrière dans ces appartements Voilà. et qui vont Ouais. subir la mauvaise qualité d'un habitat insalubre. Donc, bien sûr, ça demande un Mm. investissement de la part des propriétaires, mais il faut, voilà, les biens immobiliers, c'est pas des biens comme d'autres biens, ça reste un bien que des gens dans lesquels les gens vont vivre. Donc, il faut avoir aussi cette exigence de fournir à tout le monde un habitat digne. Euh, et bien sûr, ça demande qu'il y ait des règles justement pour s'assurer de cette solidarité qui est nécessaire quand on fait de l'habitat, quand on travaille dans l'immobilier. Et il faut, enfin voilà, du coup, il faut pour cela comprendre, et ça fait vraiment partie des formations qu'on doit transmettre nous en tant que formateurs, enseignants. On le fait beaucoup à l'ESPI, c'était vraiment une direction prise au sein de notre direction d'aller vers ces thématiques-là et
formés à l'immobilier de demain, c'est notre slogan. Euh, mais je pense qu'il faut que ça diffuse vraiment dans tous les discours des formateurs, parce que ces règles, on ne peut pas y échapper, et elles sont là pour des raisons. Et ces raisons, c'est l'urgence climatique, notamment, et c'est la nécessité de fournir un habitat digne à tout le monde. Tout à fait. Et tu vois, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai lu il y a 2 jours, exactement. Il y a un rapport récemment qui vient d'être publié sur la Cour des comptes qui essaie de faire le bilan du Pinel, le Pinel qui s'arrête dans quelques semaines, quasiment. Alors, Pinel qui est très controversé, effectivement, sur un coût assez élevé en fait des avantages fiscaux qui sont donnés. Donc peut-être pour un avantage qui n'est pas aussi important, peut-être que parfois on l'imagine. Mais en tout cas, le rapport aussi il conclut sur une chose qui est intéressante, c'est que malgré tout ça, le Pinel, il a permis, par la réglementation qu'il imposait sur la construction neuve et les avantages fiscaux qu'il donnait en retour, d'offrir en fait à ceux qui achetaient des biens immobiliers, d'avoir des biens immobiliers de qualité avec des normes environnementales assez élevées et que si on ne retenait que cet aspect-là, finalement, le bilan, il n'était pas négatif. Voilà. Non, mais bien sûr. Après, pour donner un exemple, hier, je visitais le quartier de la Confluence avec des étudiants à Lyon. Et on a visité donc la maison du projet où on nous a expliqué qu'il y a un projet de construction donc qui va commencer d'une tour en BRS, en bail réel solidaire, avec cette architecture qui vient d'Autriche où on est censé avoir donc un confort thermique compris entre 22 et 26 degrés tout au long de l'année. Donc toute architecture est pensée pour arriver à ce confort thermique. Et voilà, et donc un bâtiment qui répond aux dernières exigences environnementales et à dernière qualité en vigueur en France, et qui est en bail réel solidaire, donc qui va être en accession à moitié prix par rapport au prix du marché du quartier. Donc c'est aussi offrir aux personnes qui ont peut-être un peu moins de moyens d'accéder à des bâtiments et à des logements de qualité et qui ne soient pas des passoires thermiques. Voilà, ouais. Eh ben moi j'aime bien cette vision-là parce qu'en fin de compte, derrière toutes ces questions d'urbanisme, de réglementation, de tout ce qu'on veut, qui sont vues parfois de manière un peu péjorative par certains, il y a la dimension humaine que je trouve extrêmement intéressante et au final, on sert l'homme avec tous ces dispositifs et toutes ces réflexions. C'est bien là l'essentiel et des fois on a un peu tendance à l'oublier. Euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu d'une chose, puisqu'il y a un chapitre qui est consacré à cette question. On a une vision historique qui est mise en avant, le 19e, le 20e, le 21e. Alors de manière évidemment extrêmement simplifiée, j'aimerais que tu nous expliques, est-ce qu'il y a une manière de fabriquer, puisque tu emploies, je crois, le verbe à un moment donné, de fabriquer une ville au 19e, de celle que l'on commence à voir émerger au 21e? Comment on conçoit les villes à 2 siècles d'intervalle comme ça? Alors, faut se dire que 19e siècle, c'est vraiment la naissance de l'urbanisme en tant que discipline. Hein, Ouais. c'est ce qui est expliqué dans le chapitre. Donc c'est le début de théories fortes qui sont en fait des réponses aux conditions de logement de l'époque, c'est-à-dire suite à la révolution industrielle qui a amené donc beaucoup d'exode rural et donc des personnes qui étaient logées dans des bâtiments de mauvaise qualité avec donc des niveaux d'insalubrité assez élevés. Et donc tous ces théories urbaines qu'on appelle progressistes, qui se fondent aussi sur le courant hygiéniste, puisque c'est aussi l'époque des grandes découvertes en termes de santé, vont donc faire émerger cette discipline moderne de l'urbanisme
et vont permettre de commencer à théoriser le développement des villes. Donc voilà, ça va être bon, il y a plusieurs exemples dans l'ouvrage, mais j'aime bien parler de Cerda puisqu'il est vraiment au fondement de ces théories-là. Donc ingénieur catalan qui va développer la ville de Barcelone sous forme donc d'îlots carrés. Et au fur et à mesure du temps, depuis donc le 19e siècle, on va avoir des évolutions à partir de cette théorie progressiste et hygiéniste de l'urbanisme, avec des grands penseurs aussi comme Le Corbusier, un peu plus tard, qui va aussi, lui, largement diffuser sa théorie, notamment après la Seconde Guerre mondiale, dans toute cette période de reconstruction. Donc là, on va avoir la construction de grands ensembles, justement pour répondre à la nécessité de logement de l'époque. Et puis progressivement, arrivent donc les années 50, 60, 70. Là, il va y avoir un étalement urbain qui va être important, avec la construction de maisons individuelles, de lotissements en dehors des villes. Et ensuite, à partir des années 90, un retour à la ville et une redensification, un traitement de tout début du traitement des espaces en friche au sein des villes pour reconstruire la ville sur elle-même, la ville sur la ville. Donc il y a toutes ces évolutions. Il y a, on va dire qu'il n'y a pas une façon de faire. Enfin voilà, c'est pas une logique forcément d'opposition, mais c'est des logiques plutôt de continuité et de réflexion dans les complémentaires qui vont en fait répondre à chaque fois à des exigences sociétales et des exigences économiques plus qu'autre chose, puisque l'urbanisme c'est aussi ça, c'est répondre à ces nécessités de loger et de construire la ville d'une façon par rapport à certaines exigences de chaque période et de chaque époque. Donc depuis les années 2000, on est dans une logique de ville durable. Donc ça implique effectivement de construire, comme je disais, la ville sur elle-même pour éviter de s'étaler, d'éviter de consommer du foncier agricole ou naturel en dehors des villes, et de reconstruire sur certaines friches industrielles, voire aussi de renaturer certains espaces. Donc aujourd'hui, on est plus dans ces logiques-là. Alors, on va terminer sur une question qui est peut-être une question plus pratique en fait, mais qui je pense a tout autant son intérêt. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, on va conseiller même à un investisseur comme toi ou moi qui veut acheter un bien pour le louer, qui s'engage sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, pourquoi il est presque essentiel qu'il s'intéresse aussi aux questions d'urbanisme concernant la ville, le quartier dans lequel il va investir sur ce bien. Eh bien, parce que je pense que quand on choisit un bien, que ce soit en location ou à l'achat, on fait jamais abstraction de l'environnement du bien. On choisit toujours un bien par rapport à son territoire. D'ailleurs, quand on regarde la construction des prix de l'immobilier, il y a une partie des facteurs qui expliquent le prix d'un bien, qui sont des facteurs urbains. Et qui explique d'ailleurs des fois des grandes différences entre un T3 dans un certain quartier et un T3 équivalent dans un autre quartier. Donc là, forcément, il y a l'urbanisme qui intervient, il y a la ville qui intervient, il y a des choix autour de ce bien qui interviennent. Donc, bien sûr, comprendre l'environnement du bien, comprendre sa proximité au transport en commun, à des espaces naturels, voilà, un cadre de vie agréable, l'accès à des commerces, voilà, quand on a une famille, aux écoles, ou quand on est étudiant à l'université, ben, ce sont des choix qui sont au final des choix qui relèvent de l'urbanisme. On préfère tous, je pense, vivre dans un quartier agréable, vert, bien desservi, plutôt que dans un quartier minéral et pollué, par exemple. Je donne des exemples, mais donc
Donc, bien sûr, tout ça dépend de choix d'urbanisme qui sont faits en amont, qui vont conditionner le choix qu'on va faire au moment de l'achat. Donc, ça, c'est surtout vrai quand on achète pour soi ou qu'on loue pour soi. Après, quand on fait un investissement, on sait aussi que investir dans certains quartiers ou dans d'autres, on va avoir des rentabilités qui sont différentes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les critères d'urbanisme actuels vont avoir une plus forte rentabilité sur les biens sur lesquels on peut investir. Donc, je pense que là aussi, il y a des choix, des critères urbains qui interviennent dans le choix que l'on fait au moment où l'on investit. Très bien. Eh bien, écoute, Geoffrey, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle ce livre qui vient de paraître chez Duno il y a quelques jours, co-dirigé par Geoffrey Blin et Laura Braun, donc les grandes notions de l'urbanisme. Moi, je le conseille. Vraiment, je le conseille très, très vivement. Et son sous-titre, pour les métiers de l'immobilier, montre qu'au-delà de l'aspect on réfléchit, on prend du recul, etc., il y a une dimension infiniment pratique pour tous ceux qui sont confrontés à l'immobilier de manière générale. Donc, Geoffrey, merci.